Dissimulée dans les reliefs désertiques du sud de l'Égypte, se trouve la vallée des rois, le cimetière sacré des pharaons, qui contenait jadis la plus grande collection de tombes et de trésors du monde. C'est là qu'en 1922, Howard Carter découvrit la tombe de l'enfant roi Toutankhamon. Mais une question demeure, où furent ensevelis les autres membres de la famille royale? La reine Néfertiti, belle-mère de Toutankhamon et élevée au rang d'icône comme lui, était l'une des femmes les plus belles et les plus puissantes du monde antique. L'emplacement de sa tombe reste un mystère. La clé de cette énigme se trouve parmi la montagne de trésors de la tombe de Toutankhamon et pourrait mener les archéologues à l'une des découvertes majeures de notre époque. Au début du XXe siècle, l'archéologue amateur américain Theodore Davis affirma s'attendre à découvrir une nouvelle tombe chaque année. Puis en 1922, la nouvelle de la découverte de la tombe de Toutankhamon, quasiment intacte, attira le regard du monde entier sur l'Égypte. Depuis lors, rien d'aussi spectaculaire n'a été découvert, mais de nombreuses personnes pensent qu'il reste beaucoup de trésors à découvrir. On ne sait jamais les secrets que le sable égyptien peut receler. C'est pourquoi je pense que nous avons aujourd'hui découvert seulement 30% des monuments et qu'il reste 70% des trésors à découvrir. La reine Néfertiti, la femme la plus énigmatique d'Égypte, reste un mystère depuis plus de 3500 ans. Un mystère que cherche à élucider depuis longtemps l'un des meilleurs égyptologues de Grande-Bretagne, le docteur Nicholas Reeves. Il pense que Néfertiti, ainsi que d'autres membres de la famille royale, sont enterrés dans la vallée des rois. Cette affirmation est le résultat de recherches acharnées pour révéler les secrets du passé. Lorsque j'étais enfant, je collectionnais les pièces de monnaie de l'époque romaine. Je les apportais régulièrement au musée afin de les faire identifier, ce qui a fait que je me suis lié avec les employés du musée. Puis j'ai commencé à y travailler, comme bénévole, ceci pendant que mes camarades normaux s'amusaient. En toute honnêteté, je pense que j'ai toujours été davantage un archéologue de cabinet qu'un archéologue de terrain. Ce qui m'intéresse est la recherche de preuves. Je suis assez convaincu qu'il reste au moins une tombe à découvrir dans la vallée des rois. La passion et le talent du docteur Reeves pour l'égyptologie furent immédiatement remarqués par celui qui devint son mentor, le professeur John Harris. Les deux archéologues partageaient des théories similaires à propos de Néfertiti, des théories considérées radicales il y a peu encore, et qui furent le point de départ d'une collaboration qui n'a pas cessé depuis lors. Dès le départ, j'ai été impressionné par sa manière de se poser des questions et de raisonner. Puis, en apprenant à mieux le connaître, j'ai réalisé qu'il avait un brillant sens du détail et des antiquités. Si vous cherchez quelqu'un capable de se rendre dans la vallée des rois, de trouver de petits objets et de comprendre leur signification, d'affirmer avec certitude que cet objet-là est l'autre moitié de celui qui se trouve dans la tombe 55 ou qu'il appartient à cette série-ci, alors c'est l'homme de la situation. Toute la recherche de Nicholas Reeves sur Néfertiti est basée sur une seule question. Comment se fait-il que Toutankhamon ait été enterré avec tant de trésors alors qu'il était si jeune et que le temps a manqué pour lui construire une tombe digne de son rang? À la manière d'un détective, Nicholas Reeves parcourt le monde afin de partager ses théories et de trouver du soutien.
J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir le Dr Nicholas Reeves, ancien curateur des antiquités égyptiennes au British Museum et actuellement curateur au collège d'Eton. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. Le chercheur espère organiser dans la vallée des rois les fouilles les plus importantes depuis 1922, qui pourraient mener à une découverte aussi capitale que celle de l'enfant roi. Au soir du 26 novembre 1922, Howard Carter et son mécène, le comte de Carnarvon, 5e du nom, introduisirent avec précaution une bougie dans le trou qu'ils avaient percé dans le couvercle de la tombe. Au début, je ne voyais rien, écrivit Carter. L'air chaud qui s'échappa de la tombe fit vaciller la flamme. Mais soudain, alors que mes yeux s'habituaient à la pénombre, des détails de la chambre commencèrent à apparaître lentement dans la poussière. Des animaux étranges, des statues et de l'or, partout de l'or qui brillait. Lorsque, incapable de tenir le suspense plus longtemps, Lord Carnarvon me demanda avec anxiété « Voyez-vous quelque chose ?» Tout ce que je pus répondre fut « Oui, des choses merveilleuses. » La découverte de la tombe du roi Toutankhamon rendit l'Égypte magique et mystérieuse aux yeux du monde entier. Et bien sûr, elle engendra la fameuse et dramatique expression « la malédiction des pharaons ». C'est pour cette raison que lorsque l'on parle de l'Égypte, c'est immédiatement à Toutankhamon, à cette malédiction et aux pyramides que l'on songe. La malédiction des pharaons tire son origine d'une série de faits inexpliqués liés à la découverte de 1922. Le jour même où Howard Carter ouvrit la tombe, sa mascotte, un petit canari domestique, fut dévoré par un cobra, cette même créature qui se trouve représentée au-dessus des yeux des pharaons et qui crache du feu en direction de ses ennemis. Ensuite, Lord Carnarvon, le mécène de Carter, mourut d'une piqûre de moustique. Et le plus étrange, c'est qu'au moment exact du décès de Carnarvon, toutes les lumières du Caire s'éteignirent, alors qu'en Angleterre, son chien poussa un hurlement et expira. Malgré cette pseudo-malédiction, Howard Carter vécut jusqu'à un âge respectable. Il passa les 10 dernières années de sa vie à répertorier l'équipement funéraire de Toutankhamon. Et c'est parmi ces trésors que Nicholas Reeves trouva les indices qui lui permirent de comprendre ce qui s'était réellement passé pendant l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire de l'Égypte antique. Le Caire est la plus grande ville d'Afrique et la capitale de l'Égypte. C'est l'une des mégapoles du tiers-monde, et bien qu'elle n'existât pas à l'époque des pharaons, ses rues grouillantes de monde et ses bazars sont pourtant le témoin d'une puissante civilisation du passé. Presque tous les bibelots, les verroteries, sont à l'effigie de l'enfant roi Toutankhamon, de Néfertiti et de son mari, le père de Toutankhamon, le pharaon Akhénaton. Leur visage symbolise aujourd'hui le monde égyptien antique, mais leur histoire est auréolée de mystères, d'intrigues politiques et de querelles religieuses. Afin de comprendre pourquoi des éléments du monument funéraire de Toutankhamon peuvent nous mener à Néfertiti, nous devons remonter 3500 ans en arrière, à une époque où l'Égypte se trouvait au fait de son pouvoir et de son influence. C'était une époque de paix. Le pharaon Aménophis III était l'homme le plus riche et le plus puissant de la terre. Les Égyptiens vénéraient de nombreux dieux. Le dieu des dieux se nommait Amon. Grâce à la générosité des pharaons, les prêtres s'étaient enrichis, mais étaient aussi devenus corrompus. D'immenses temples étaient érigés par le clergé,
Un clergé qui, au fil des siècles, avait acquis plus de pouvoir que le pharaon lui-même. Tout en maintenant le culte d'Amon, Amenophis III s'identifiait plus avec le dieu Aton, ou disque solaire, une représentation du dieu soleil, et chercha à réaffirmer son pouvoir de pharaon à la hauteur de ce qu'il était pendant la période des pyramides. Amenophis III et sa femme, la reine Tiyi, eurent 2 fils. Lorsqu'Amenophis III mourut après 37 ans de règne, son plus jeune fils monta sur le trône sous le nom d'Amenophis IV. Si dans un premier temps il réaffirma le culte des dieux traditionnels, c'est très vite qu'il s'en démarqua et plongea la vie religieuse égyptienne dans le chaos. Ces visions, que l'on pourrait qualifier d'hérétiques, n'apparurent pas tout de suite. Mais au bout de 5 ans de règne, il avait changé son nom en Akhenaton. Amenophis veut dire le dieu Amon est content, alors que Akhenaton signifie celui qui vénère le dieu Aton. Quelque chose s'était produit. En incluant à son nom le mot Aton, le pharaon signalait son allégeance totale au dieu soleil. Et c'est la structure religieuse dans son ensemble qui s'en trouva révolutionnée. Akhenaton abandonna le culte de tous les autres dieux, un acte qui eut des conséquences dévastatrices au sein du clergé et des fidèles, et qui lui valut le surnom de roi hérétique. Lorsqu'Akhenaton imposa une nouvelle religion à tout le pays, je crois que les 1,5 million de personnes qui vivaient en Égypte en ce temps-là pensèrent qu'il était devenu fou. La recherche de Néfertiti nous mène près de 500 km au sud du Caire, à El Amarna, au centre de l'Égypte. Les rives fertiles du Nil sont aujourd'hui cultivées pratiquement de la même manière qu'il y a 3500 ans. Presque rien n'a changé. Le fusil a peut-être remplacé l'arc et les flèches, mais la ferveur religieuse est toujours aussi forte. C'est au-dessus des rives du Nil, dans une baie aride et sans vie, qu'Akhenaton réalisa son projet le plus extravagant. Il y fonda un immense centre politique et religieux et baptisa cette nouvelle capitale Akhetaton, ce qui signifie l'horizon du dieu Aton. C'est aujourd'hui la ville d'El Amarna, et c'est là qu'Akhenaton régna en maître avec sa femme, la reine Néfertiti, qui lui donna 6 enfants, mais pas un seul garçon. C'est donc une autre de ces femmes, de moindre rang, dénommée Kiya, qui mit au monde l'héritier du roi, Toutankhamon, alors appelé Toutankhaton. Personne ne s'intéressa à la ville d'El Amarna jusqu'au XIXe siècle, lorsqu'une paysanne qui creusait les ruines découvrit un coffre. Ce coffre contenait à peu près 300 tablettes d'argile, sur lesquelles étaient consignées des archives diplomatiques datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ, des lettres envoyées et reçues par les rois et les principales figures politiques de l'Antiquité. Ces témoignages qui relataient les affaires des rois et des gouvernements ont apporté un éclairage unique sur les protagonistes de cette période et sur un empire au bord de l'effondrement. La ville d'Akhenaton devint le lieu de résidence d'une population estimée entre 20 000 et 50 000 habitants. Outre les habitations des citoyens ordinaires et des villas pour les gens fortunés, on y trouvait les somptueux palais du roi et de la reine, et surtout des temples religieux. Contrairement aux structures tristes et sombres dans lesquelles on pratiquait le culte des anciens dieux, ces nouveaux temples étaient ouverts à la lumière et construits spécialement pour vénérer un seul dieu, le dieu Aton, ou dieu soleil. Malgré cette ouverture architecturale, la nouvelle religion d'Akhenaton s'avérait être bien plus exclusive que l'ancienne.
Seul le roi et sa famille avaient un accès direct aux dieux. Le citoyen ordinaire se devait de pratiquer sa religion par l'entremise de la famille royale. Au musée du Caire, Nicholas Reeves a trouvé des éléments qui permettent de penser que la population était victime d'oppression religieuse. Pour nous faire une idée du quotidien de l'habitant d'El Amarna en ce temps-là, rien ne sert d'analyser les inscriptions officielles du roi lui-même. Il faut plutôt se pencher sur des objets du quotidien. Par exemple, sur le scarabée commémoratif du roi Amenhotep III, trouvé à El Amarna, le nom Amon a été effacé, dans ce qui peut être interprété comme un acte d'autocensure dicté par la peur. Il n'était pas bien vu de se faire attraper en possession d'un objet sur lequel figurait le nom du dieu banni, Amon. Cet acte n'est sans doute pas dû aux agents officiels d'Akhenaton, car même si l'objet à l'origine a été mis en circulation par les autorités, il est sûrement devenu la propriété de quelqu'un. On a là une indication du climat qui régnait à El Amarna, un climat de terreur, à mon avis. Imaginez qu'un roi dise soudain que tout est faux, qu'il n'y a en vérité qu'un seul Dieu, un Dieu puissant derrière le soleil. Eh bien, à quoi cela mène-t-il? À un changement dramatique dans la vie de tous les Égyptiens. Le paysan dira « Mais c'est complètement fou !» Et le prêtre « Mais je vais le tuer !» Et le pays entier se liguera contre cet homme. Mais cet homme est Akhenaton, et il est soutenu par une femme puissante, Néfertiti. Néfertiti, dont le nom signifie « la belle est arrivée », semble à première vue avoir été la meilleure alliée d'Akhenaton, en même temps que sa femme principale et la reine. Elle aussi portait un nom atoniste, Néfer-Néfer-Waton, Néfertiti. L'amour du roi pour sa première femme était si grand qu'il fit diffuser des pierres qui montrent le pharaon et sa reine dans des poses intimes, ce qui n'était pas courant. Akhenaton écrivit à propos de Néfertiti « Visage de beauté, rieuse à la double plume, maîtresse de haute et de basse Égypte, femme du roi, sa bien-aimée Néfertiti. » La légende qui entoure son exceptionnelle beauté fascine toujours les chercheurs les plus renommés de la planète. Elle est la prêtresse du culte du dieu Aton, ce qui nous permet de bien connaître cet aspect-là de la question. Et tout porte à croire qu'elle détenait beaucoup de pouvoir sur la scène politique de l'époque. Elle aurait eu une très grande influence sur son mari. Initialement, elle n'était que la reine. Mais au fil des ans, il semble qu'on lui ait attribué de plus en plus de prérogatives pharaoniques, de plus en plus de pouvoir. Elle portait des coiffes que seuls les pharaons étaient autorisés à porter et accomplissait des actes que seuls les pharaons accomplissaient. Tout cela alors qu'elle n'était que reine. Ce sont certainement des éléments qui démontrent qu'elle détenait un rôle important à El Amarna. Il est possible que Néfertiti pût élargir son influence grâce au fait probablement qu'Akhenaton était handicapé. Une grande partie des sculptures et des gravures montrent qu'il avait une constitution particulière. Son visage et ses membres étaient élancés et la forme de son corps et de ses hanches était cambrée, presque féminine. Certains ont affirmé qu'il avait une malformation ou même une maladie qui l'aurait rendu aveugle. Sur cette représentation, il semble qu'il soit en train d'embrasser l'enfant, mais il se peut aussi qu'il le tienne près de lui du fait qu'il ne voyait pas clair. Beaucoup de chercheurs pensent que cela pourrait expliquer le pouvoir dont disposait Néfertiti. Néfertiti avait une aura particulière.
Je pense qu'elle était la femme la plus puissante de l'Égypte ancienne, car elle remplissait un rôle habituellement réservé aux rois. Par exemple, lorsqu'on la voit abattre l'ennemi. C'est quelque chose qui était normalement du ressort du roi, pas de la reine. Akhenaton partageait son trône avec un co-régent. Comme la plupart des rois égyptiens étaient des hommes, les égyptologues ont pensé que son co-régent était un homme. Cette hypothèse aboutit à des conclusions très singulières. Cette pierre commémorative d'El Amarna fut considérée pendant des années comme étant la représentation d'Akhenaton et de son co-régent mâle dans une posture homosexuelle intime. Mais le professeur John Harris, qui a beaucoup inspiré Nicholas Reeves, avança une interprétation radicalement différente. Cette pierre occupait sans cesse mes pensées. Et un jour, j'ai réalisé qu'elle ne représentait pas deux hommes, mais un homme et une femme. C'était forcé, et en partant de là, j'ai repensé à toutes les affaires de la fin de la période d'El Amarna, à ce qui est vraiment arrivé à Nefertiti, à ses relations avec des personnes dont on a seulement des traces postérieures à sa disparition. Ce qui est certain, c'est que Akhenaton avait un co-régent. Ce qui ne fait pas de doute non plus, c'est que le nom de ce régent était Nefer-Neferuaton. C'était le nom employé par Nefertiti. En plus des preuves iconographiques dont nous disposons, tout ceci donne à penser que Nefertiti passa du rang de reine à celui de co-régente à la fin du règne d'Akhenaton. Berlin abrite l'une des plus belles collections d'art égyptien. Et c'est au Staatliche Museum que Nicholas Reeves a trouvé des éléments qui permettent d'affirmer que Nefertiti était bien la co-régente. Le nom d'un roi ou d'une reine est habituellement inscrit dans un cadre ovale appelé cartouche. Et les cartouches trouvées sur une sculpture en pierre de Nefertiti et d'Akhenaton confirment qu'elle disposait du pouvoir et du statut réservé aux pharaons. Ce qu'il est particulièrement intéressant de relever ici, c'est la manière qu'a eu le sculpteur de travailler sur ce modeste monument. Il ne représente pas un roi et une reine, mais deux rois. En effet, une reine ne dispose normalement que d'un cartouche et un roi est toujours représenté avec deux cartouches. Et là, on voit qu'un quatrième cartouche a été ajouté, de toute évidence ultérieurement, car il est placé dans un angle particulier et est étrangement espacé par rapport aux autres. C'est une preuve que Nefertiti était bien co-régente aux côtés d'Akhenaton. Nefertiti disparaît. Nous savons qu'elle n'a pas été bannie et qu'elle n'est pas décédée. Et soudain apparaît ce personnage de co-régent qui porte à peu de choses près le même nom et qui en substance semble être le même. Pendant qu'elle était reine, Nefertiti portait officiellement le nom de Nefer-Neferuaton Nefertiti. Et ce nom disparaît au moment même où apparaît ce co-régent, qui est dénommé Ankeperure Nefer-Neferuaton, un nom qui se mue ensuite en Ankeperure Smenkhare. Le pharaon qui succéda à Akhenaton se nommait Smenkhare. L'explication la plus plausible est qu'il s'agit en fait de la même personne. D'autres éléments confirment que Nefertiti acquit le statut de pharaon. Akhenaton se fit construire une tombe royale au cœur de la nouvelle cité, dans des roches à l'est de la ville. C'est là que, du point de vue des habitants, le soleil se levait. C'est là que renaissait chaque jour le dieu Aton et le pouvoir royal.
des villageois trouvèrent la tombe royale à la fin du 19e siècle. Une tombe qui avait été vidée de ses trésors depuis longtemps. Elle était composée de plusieurs chambres. L'une des chambres était destinée à Akhenaton et à sa mère, la reine Tiyi. Une autre à l'une de ses filles et à sa femme secondaire, Kiya, alors qu'une troisième était clairement destinée à sa chère reine et co-régente Néfertiti. Voici la chambre mortuaire principale de la tombe royale. À l'origine, la tombe d'Akhenaton aurait dû se prolonger d'une centaine de mètres de plus à l'intérieur de la roche. Pour une raison obscure, peut-être qu'Akhenaton mourut avant la finition des travaux, nous ne le savons pas. Les travaux cessèrent et il fut décidé d'enterrer Akhenaton dans cette chambre-ci. Ce qui rend la tombe royale d'El Amarna unique, c'est la présence d'une deuxième tombe à l'intérieur de la première. À côté de l'entrée principale, au bout d'un passage sinueux, se trouve une annexe faite de chambres qui n'ont pas été achevées. Ces chambres ont probablement été préparées à l'intention de Néfertiti. Elles disposent de la même structure que la tombe royale d'Akhenaton. Une indication de plus qui suggère que Néfertiti est morte avec le titre de roi et non de reine. En 1912, des archéologues allemands effectuèrent des fouilles dans des villas de particuliers de la ville d'Akhetaton. Ils trouvèrent un atelier d'artistes qui contenait plusieurs sculptures intactes, et l'une d'entre elles avait un caractère spécial. Elle reposait à l'envers et était en parfaite condition. C'était le buste de Néfertiti, miraculeusement préservé par le sable, qui allait devenir la plus célèbre icône d'Égypte. Le buste fut rapatrié en Allemagne et fièrement exposé au musée de Berlin. 10 ans plus tard, les Égyptiens voulurent le récupérer, mais apparemment en raison des traits ariens parfaits de la reine, Hitler intervint en ces termes: ce qui appartient au peuple allemand reste sa propriété, et ordonna de garder le buste en Allemagne. Dans la même pièce où ils découvrirent le buste de Néfertiti, les archéologues allemands trouvèrent également le buste de son compagnon. Le contraste entre les deux objets est flagrant. Alors que la beauté de Néfertiti avait survécu intacte à 3500 ans d'histoire, la tête d'Akhenaton était brisée en 1000 morceaux. La sculpture d'Akhenaton a été détruite délibérément. Les yeux ont été arrachés afin de le rendre aveugle. Le nez a été brisé afin qu'il ne puisse plus respirer, et la bouche a été détruite pour qu'il ne puisse plus manger. Enfin, le symbole de la royauté, le cobra, a été enlevé. Cette tête n'a pas simplement été endommagée. C'était un acte délibéré, destiné à éliminer toute trace d'Akhenaton et de la période d'El Amarna. Pourquoi Néfertiti a-t-elle été épargnée? Même avant la mort d'Akhenaton, il semble qu'elle ait commencé à réinstaurer le culte du dieu Amon et des autres dieux. C'est certainement ce qui lui valut cette clémence. Après la mort d'Akhenaton, l'héritier légitime du trône était Toutankhamon. Mais il semble que sa belle-mère, Néfertiti, fit tout son possible pour s'accrocher au pouvoir, en faisant notamment appel au roi d'une puissance rivale, les Hittites. Peu après la fin de la période d'El Amarna, la reine d'Égypte écrivit aux Hittites pour les informer que son mari était mort, qu'il n'avait pas de fils et qu'elle n'était pas prête à prendre pour mari l'un de ses serviteurs. C'est pourquoi elle demanda au roi des Hittites de lui envoyer l'un de ses fils, un prince qu'elle pourrait prendre pour mari et qui deviendrait roi d'Égypte. Le roi des Hittites accepta cette proposition, mais un tel mariage relevait de la plus haute trahison aux yeux du peuple égyptien. Ce qui fit que le fils choisi, le prince Zananza, fut assassiné alors qu'il était en route pour rejoindre Néfertiti. Peu après ces événements,
Néfertiti disparut et c'est Toutankhamon qui devint roi. Ce fut la fin de la période faste de la ville d'Akhénaton et le retour au culte des anciens dieux. La période d'El Amarna dura moins de 20 ans. Après ces 2 décennies, les prêtres du dieu Amon détenaient à nouveau le pouvoir. Ce qui semble certain, c'est que Toutankhamon ordonna de nouveaux prêtres à travers tout le pays. Mais nous ne savons pas s'il l'a fait pour réhabiliter les anciens prêtres déchus ou pour instaurer une nouvelle force politique. Les rivalités politiques et les coups bas étaient monnaie courante au pays des pharaons. Les disputes pour le trône avaient déjà coûté la vie à Amenémès Ier, 600 ans auparavant, et à Ramsès II, 200 ans plus tard, tous deux assassinés. Il se peut qu'Akhénaton ait été lui aussi assassiné avant que Néfertiti ne monte sur le trône. Ce que nous savons, c'est que Toutankhamon mourut prématurément. Les blessures relevées sur son crâne suggèrent qu'on lui a asséné un coup violent. L'enfant roi mourut avant d'avoir eu le temps de se faire construire une tombe, son passage pour le ciel. Une tâche qui revint à son gardien et successeur, Haï, le père présumé de Néfertiti. Avant de pouvoir monter sur le trône, la coutume obligea Haï à préparer une tombe digne de ce nom, en l'honneur de l'enfant, dans l'antre de la vallée des rois. Mais il ne disposait que de 70 jours, le temps traditionnellement requis pour le processus et le rituel de momification. Il accomplit cette tâche de manière stupéfiante, comme le démontre la découverte de Carter et Carnarvon en 1922. Mais de quelle façon procéda-t-il? La chambre elle-même ne posait pas problème. Une pièce en sous-sol fut aménagée pour Toutankhamon. Mais où trouva-t-il donc les incroyables trésors qui remplirent la tombe? Avait-il été fabriqué pour lui ou bien pour d'autres membres de la famille royale? Ce sont les trésors eux-mêmes qui nous révèlent les éléments susceptibles d'éclairer ce pan dramatique de l'histoire de l'Antiquité. Ce n'est qu'une infime partie des trésors qui fut préparée pour Toutankhamon lui-même. Nicholas Reeves avait trouvé la réponse. Par manque de temps pour fabriquer ces trésors, le roi Haï décida simplement de piller les tombes de Néfertiti et d'Akhénaton à El Amarna. C'est dans les trésors eux-mêmes que la preuve se trouvait. Plusieurs objets avaient été fabriqués pour un pharaon du sexe féminin, probablement pour Néfertiti, comme cette statuette aux hanches de femme. Mais la pièce la plus évidente, une statue de pharaon en or montée sur le dos d'une panthère, a une poitrine de femme. À la base, je suis un individu simple d'esprit. En conséquence, lorsque je vois ce qui est censé être un roi doté de ce qui est de toute évidence une paire de seins, j'ai tendance à penser qu'il s'agit probablement d'une femme. D'autres pièces avaient également été volontairement endommagées. La chambre mortuaire contenait 4 immenses sarcophages en bois, imbriqués les uns dans les autres. 2 d'entre eux ont été altérés. Les noms ont été changés afin de satisfaire à leur nouveau propriétaire. Même le sarcophage en pierre fut adapté pour Toutankhamon. Marianne Eaton Krauss a remarqué des détails qui avaient échappé à Howard Carter. Il ne reste que très peu de traces des hiéroglyphes originaux, et ceci était gravé assez profondément dans la pierre. Un excellent exemple en est ce disque solaire. Ce que vous voyez ici est un disque solaire, mais à y regarder de plus près, on remarque à côté des traces de ce qui était en fait le disque solaire original. Même les représentations des déesses avaient été modifiées dans les coins. Sur la version originale du dessin, ces déesses ne possédaient pas les ailes qu'on voit maintenant. Elles se tenaient simplement chacune dans les angles du sarcophage, les bras tendus. Les ailes n'apparaissent d'ordinaire que sur les sarcophages des pharaons mâles. Cet ajout pourrait signifier que le sarcophage fut préparé à l'origine pour une femme. Les Égyptiens l'avaient-ils fabriqué pour celle qui régna avant Toutankhamon?
S'agissait-il de celui de Néfertiti? Nicholas Reeves en arriva à la conclusion que les sarcophages aussi recelaient des signes de changement. Toutankhamon est représenté sur le couvercle du sarcophage extérieur avec une coiffe qui était uniquement portée par Akhenaton. Les inscriptions du deuxième sarcophage ont été changées et son aspect dénote qu'il a été fabriqué pour une femme. Même le troisième sarcophage a été modifié. Une seconde couche de décoration a été ajoutée sur la première. S'ils voulaient effacer ou modifier une inscription, ils pouvaient le faire très facilement d'une manière à peine perceptible. Si nous prenons l'exemple d'un cartouche qui contient une série d'hiéroglyphes, il est possible de remplacer le cœur du cartouche par une nouvelle pièce centrale sans que personne ne puisse le remarquer. C'est presque impossible à détecter. L'altération la plus surprenante se trouve cependant sur ce qui est l'image la plus fameuse de Toutankhamon, son masque d'or. Un regard attentif derrière l'oreille laisse apparaître un joint et à l'intérieur se trouvent des rivets auxquels a été attaché le visage, manufacturé séparément. Le visage original a été remplacé par le visage de Toutankhamon. Et 80% de l'équipement funéraire n'est pas d'origine. Il y a donc de très fortes chances pour que les tombes richement fournies d'El Amarna aient été pillées pour équiper celles de Toutankhamon. Mais si Akhenaton et Néfertiti ont été délestés de leurs trésors, qu'ont fait les Égyptiens de leur corps? La nécropole royale d'El Amarna se trouve dans un endroit reculé qui était très difficile à garder à l'époque. Il est donc hautement probable que pour des raisons de sécurité, il ait été décidé de déplacer les corps de la tombe royale et d'autres tombes jusque vers les vieilles terres sacrées qui se trouvent à Thèbes. La distance qui sépare la sépulture royale d'El Amarna de la vallée des rois de Thèbes est de plus de 400 km. C'est certainement en bateau, par la voie du Nil, que l'équipement funéraire et les momies d'El Amarna ont été acheminés vers Thèbes. En 1907, l'Américain Theodore Davis découvrit une tombe mystérieuse dans la vallée des rois. On la baptisa la tombe KV55, et c'est cette tombe qui révéla ce qui était arrivé aux défunts d'El Amarna. Ils avaient été réenterrés à Thèbes avec l'équipement funéraire dont Toutankhamon n'avait pas eu besoin. La tombe 55 contenait à l'origine 2 corps. L'un de ces corps, c'est ma conviction la plus intime, était celui d'Akhenaton, et l'autre était celui de sa mère, la reine Tigui. Ces 2 corps avaient été à la base enterrés ensemble dans la chambre principale de la tombe royale d'El Amarna. Il semble donc logique qu'ils aient été enterrés à nouveau ensemble à Thèbes. Dans la tombe KV55, Davis ne trouva qu'un sarcophage réutilisé, un corps ainsi que quelques briques sur lesquelles était inscrit le nom d'Akhenaton. Il y avait aussi un sarcophage en or portant le nom de la reine Tiyi qui avait été démonté. Quelqu'un avait pénétré dans cette tombe durant l'Antiquité et ce qui est frappant, c'est que l'identité de la momie fut altérée. Le masque fut arraché et les cartouches excisées. Même le corps fut profané, probablement endommagé par le jet d'une grosse pierre. L'identité et l'âge de ce corps sont sujets à controverse depuis des années. Bien que le crâne soit brisé, des études au rayon X ont pu démontrer un lien de parenté avec Toutankhamon. En 1988, le corps fut examiné en détail par un orthodontiste du Michigan et un anthropologue et physicien égyptien. Ils le comparèrent à plusieurs autres momies royales. Le crâne a toujours montré des ressemblances avec celui de Toutankhamon, plus qu'avec tout autre crâne que nous avons étudié. Et lorsque nous l'avons réassemblé, il ressemblait encore plus à celui de Toutankhamon. On voit ici que le maxillaire est très semblable à celui de Toutankhamon. Une telle ressemblance confirma que les corps provenaient de la même famille. La première hypothèse fut que le corps était celui de la reine Tiyi, la grand-mère de Toutankhamon,
mais après que les experts aient réexaminé chacun des os, ils conclurent à une autre explication. Notre conclusion est qu'il s'agit d'un homme. Un homme à la constitution extrêmement frêle. On peut comprendre qu'en 1907, les premiers experts aient conclu qu'il s'agissait d'une femme et que les égyptologues, les archéologues et les biologistes aient été dans l'erreur quant au sexe du squelette, surtout en raison du fait que nous nous basons sur nos standards modernes pour étudier des spécimens anciens. Et pouvait-il déterminer son âge? Nous avions un avantage que les autres n'avaient pas. Nous possédons des radiographies du squelette dans son ensemble, y compris des os longs, ce qui nous permet d'avoir des éléments supplémentaires pour estimer son âge. Si Toutankhamon avait, disons, 20 ans lorsqu'il est mort, il est certain que la momie de la tombe 55 est considérablement plus âgée. Notre meilleure estimation se situe entre 30 et 40 ans. Au niveau anatomique, il ne fait pratiquement plus aucun doute que le corps de la tombe 55 est celui d'Akhénaton, le père de Toutankhamon. Il est intéressant de relever que le corps n'a pas été abandonné comme certains l'avaient pensé, mais qu'il a été réenterré avec soin dans une réplique de la chambre funéraire principale d'El Amarna. Mais qu'était-il donc arrivé à Néfertiti? Il est probable qu'au moment où Akhénaton et sa mère, la reine Tiyi, furent ramenés d'El Amarna, le corps de Néfertiti le fut aussi. Il se peut donc qu'elle soit enterrée quelque part dans la vallée des rois. Il semble que la famille royale dans son ensemble fut ramenée d'El Amarna pour être enterrée en toute sécurité à Thèbes, dans la vallée des rois. Mais en 1000 avant Jésus-Christ, l'administration égyptienne décida d'abandonner ce cimetière sacré, comme elle l'avait fait à El Amarna 300 ans auparavant. Toutes les tombes connues furent vidées de leurs trésors. Ironiquement, à cause de la haine qu'inspira la révolution menée par Akhénaton, les noms de tous les rois d'El Amarna avaient été effacés des registres officiels. Les règnes d'Akhénaton, de Smenkhkaré, de Toutankhamon et de Haï, ainsi radiés de l'histoire, c'était comme s'ils n'avaient jamais existé, et en conséquence personne ne songea à les rechercher, ni eux, ni Néfertiti. Si l'on regarde la fin de la période d'El Amarna, c'est un fait établi que nous disposons de plus de noms, de plus d'objets funéraires, et que nous en savons plus que sur n'importe quel autre enterrement, tombe ou momie. Néfertiti doit bien être enterrée quelque part. Qu'elle soit enterrée en tant que Néfertiti, que Smenkhkaré ou je ne sais qui, peu importe. Elle doit être quelque part, c'est forcé. Si nous découvrions la tombe de Néfertiti enterrée en tant que Néfertiti, ce serait le paradis. En 1922, le service égyptien des Antiquités autorisa Howard Carter à procéder à des fouilles dans un dernier endroit de la vallée des rois. Presque immédiatement, il trouva la tombe de Toutankhamon, et il ne creusa pas plus loin. Bien que Carter ait été assez méticuleux dans sa recherche de la tombe de Toutankhamon, il a arrêté ses fouilles après l'avoir trouvée et n'a pas pris la peine d'explorer le dernier endroit qu'il avait prévu pour la fin. Et cet emplacement, non loin de la tombe de Toutankhamon, est logiquement un endroit à fouiller. Il y a d'autres indications qui donnent à penser que cet endroit pourrait receler d'autres tombes. En 1978, une équipe de géophysiciens de l'Institut de recherche de Stamford, dirigée par Lambert Dolphin, utilisa un appareil audio-sismique semblable à un radar afin de localiser d'éventuelles tombes. Ils s'installèrent d'abord au-dessus de la tombe de Toutankhamon et dirigèrent leur sonar vers le bas afin d'évaluer les retranscriptions d'échos. Ensuite, ils s'installèrent à l'intérieur de la tombe de Toutankhamon et orientèrent le sonar vers l'endroit où Carter n'avait pas cherché. La vallée des rois est truffée de tombes,
Mais c'est aussi une région géologique aux caractéristiques très irrégulières. Le réseau de failles naturelles est très complexe. C'est pourquoi on enregistre des réactions sismiques dans chaque fissure, chaque bloc de pierre et chaque couche de roche de la vallée, ce qui fait que nous sommes submergés d'échos. Néanmoins, il y a des anomalies assez frappantes qui permettent de penser qu'il existe encore des tombes à découvrir dans la vallée des rois. Les résultats du sonar indiquèrent qu'il y avait des tombes dans l'endroit que Carter avait négligé de fouiller. Les résultats enregistrés depuis la chambre de Toutankhamon nous donnèrent la conviction qu'il y avait non loin une ou plusieurs chambres inconnues. C'était hautement passionnant à l'époque. Aucune fouille majeure n'a été autorisée dans la vallée des rois depuis les 75 dernières années. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon, suite aux recherches approfondies du Dr Reeves, le service égyptien des Antiquités lui a octroyé l'autorisation. Comment se sent-il? Assez nerveux. Je pense qu'entreprendre des travaux de quelque nature que ce soit dans la vallée des rois vous met sous une énorme pression. Cela suscite chez les gens des attentes qui se révéleront peut-être complètement illusoires. Si le Dr Reeves venait à trouver la tombe de Néfertiti, le mystère qui entoure la reine des pharaons serait enfin élucidé. Mais que faut-il penser de la malédiction de Toutankhamon? Y aurait-il des dangers qui guettent? Si vous découvrez une tombe et que vous y pénétrez pour la première fois, vous serez attaqué par des germes invisibles. C'est ce qui est arrivé à Lord Carnarvon. C'est pourquoi je conseille à mes collègues d'attendre 2 jours après l'ouverture de la tombe avant d'y pénétrer, afin que l'air nauséabond s'en échappe. De même, il ne faut pas se raser lorsqu'on effectue des fouilles. Rasé, on est plus enclin à être infecté par des germes, car en fin de compte, la malédiction n'existe pas vraiment. Et que se passera-t-il si les archéologues trouvent une tombe, mais pas de trésor? Lorsque la tombe de Toutankhamon fut découverte, ce qui intéressait les gens était de savoir si on allait trouver des documents qui pouvaient nous renseigner sur l'époque en question. Mais il n'y avait rien. Si une nouvelle tombe est découverte, le grand espoir ne sera pas de savoir si elle est pleine d'or et de statues. Cela, nous l'avons déjà de la tombe de Toutankhamon. Ce qui nous intéresse, ce sont les documents, c'est l'histoire. Nicholas Reeves a réuni une impressionnante équipe d'experts internationaux. Après un sondage préliminaire, et avec le soutien des autorités égyptiennes, les fouilles vont pouvoir commencer. Personne n'a envie de spéculer. Mais si d'aventure les chercheurs découvraient une tombe et qu'ils savaient de celle de Néfertiti, la découverte ferait sensation. Lorsque je me rends dans la vallée des rois et que je vois le soleil se coucher, c'est comme s'il se couchait sur une tombe encore inconnue. Personnellement, je crois que la vallée des rois a encore beaucoup de secrets à nous révéler et je pense qu'on aura bientôt le bonheur de vivre un jour pareil au 26 novembre 1922, lorsque Howard Carter découvrit la tombe de Toutankhamon.